le 56cast numéro 65, je viens de remarquer que 56 et 65 c'était l'inverse, donc j'ai décidé qu'on parlerait tous à l'envers. Avec Cario Erwan, bonjour. Bonjour, j'ai votre cabinet. Et l'anglais Pierre-Carl, bonjour. Bonjour. Tu te fais appeler sur les internets Alexander Doria. Ouais, mais mon pseudo Twitter c'est Doria Alexander, donc tu peux aussi Doria l'inverser. Alexander. Ouais. J'ai déjà pensé à l'inversion. Sur Twitter, t'es déjà inversé. Ouais, je suis déjà inversé en fait, donc voilà, donc Doria j'ai Alexander. déjà anticipé le thème de Donc l'émission, on c'est peut bien. t'appeler Doria. Tu m'appelais Doria en fait, c'est bien Doria. Ok, allez Doria. super. Et donc Doria va nous parler de la loi numérique qui est passée à l'Assemblée. C'est On en super avait parlé. sexy, vous allez voir. Mais non, mais c'était génial, on en avait Oh déjà bah, parlé avec c'était Andrea. épique même. Voilà. Et Moi, je maintenant, suis ça y jusqu'à est, tard sur Twitter. ça y est, ça a été débattu. Donc tu vas nous raconter finalement comment ça a fini. Pas trop mal. Pas mal. Bon, c'est cool. Oh, C'est c'est pas bien pire. totalement fini non plus. Non, parce qu'il y a encore le Sénat. Ça sera un peu moins sexy d'ailleurs, mais bon. Faut que ça se termine. C'est ça. En attendant, à faire un petit bébé actu sur les claviers français. Parce que je ne sais pas si vous trouvez ça pratique, les claviers. Moi, je me suis jamais trop posé de questions, c'est comme ça, c'est tout. Mais apparemment, les hautes instances de la langue française, le ministère de la Culture et la délégation générale à la langue française et aux langues de France trouvent que c'est pas pratique. Notamment parce que les majuscules accentuées, c'est compliqué. Genre AL 144 pour faire E accent aigu, c'est compliqué. Ouais, Bah oui, je trouve c'est ça ça, une simplicité. Les guillemets français, AL 174, AL 175, enfin Bah oui, voilà, c'est normal. le truc normal. Et puis, le dans l'eau en majuscule, je ne sais pas comment ça se fait. Le CCD Correcteur. Tu vois, tu fais Ouais, c'est ça. OE, Ouais. et puis après C'est tu fais souligné en passer. rouge, tu clic passes- droit et tu corriges. Voilà, c'est ça, c'est Et facile. pour le CCD, tu tapes CCD dans Google et tu prends la page Wikipédia du CCD, tu copies et tu Moi, je colles. fais ça, dans ton ouais, je prends la article. page de Wikipédia de ça en fait. Comme ça. De ça, ouais, ouais. voilà. Moi, Et avant, je donc, prenais la page Wikipédia de ETA pour le E, avant que je connaisse le raccourci. Bon, finalement, Bref. ça vaut peut-être le coup. Mais bon, comme quoi, c'est la compte dans le stade Ouais. de consultation, c'est bien. Bref, le ministère de la Culture aimerait bien qu'on établisse une nouvelle norme de clavier français et je trouve ça assez rigolo. Je pense que ça va se faire dans 25 ans. En attendant, sachez que vous Ça savez... fait 150 ans le AZERTY, Ouais. donc. Sachez que vous pouvez déjà le faire à votre niveau. En fait, il suffit de dire à Windows que telle touche correspond à telle lettre que vous voulez taper. sur la touche. Ah bah, Ça se faut que tu programme. découpes, tu colles. Tu découpes, tu fais des Voilà, autocollants. tu fais la- En tout cas, si c'est bien. Mais non, mais plutôt que d'attendre la norme, s'il y en a que ça gêne vraiment, sachez que vous pouvez le faire. Faites un peu des recherches, ça existe. Et après, il faut juste, on en a parlé avant l'émission, mais il y a tous les claviers alternatifs à AZERTY qui sont plus optimisés pour qui taper paraît que vite. c'est mieux. Mais sauf que maintenant qu'on a appris à taper en AZERTY, moi, ça me fait un peu chier, Il quoi. faut moins 2 ans pour tirer maths, quoi, mais c'est bien. Mais une Ouais, fois que mais- tu t'y remis, tu gagnes facile Avec 5-6 souvent des lettres à la articles, Voir oui, sur la minute. longueur ce que tu gagnes comme temps, en fait. C'est ça. C'est compliqué. C'est compliqué, donc j'ai décidé de vous passer une vidéo de briques dans une machine à laver sur un trampoline, si vous le voulez bien. Ok. Ah, il l'a fait. Voilà, c'est une vidéo d'un certain Bootsowen qui date de mai 2015 quand même. Et ce mec, vous le croirez ou pas, est spécialisé en vidéo de trucs dans des machines à laver. En destruction de machines à laver en fait. C'est une spécialisation. Il a au moins 25 vidéos où il met des trucs dans des machines à laver qui à la fin sont cassés. Faut l'inviter sur Wikipédia pour éviter sur les machines à laver, je crois pas qu'il y ait grand monde. Hey, Bah tiens, une nouvelle recrue. Parce que nous, les spécialistes, on a pas de mal. On a les mines du Nord, on a plein de gens qui s'amusent à faire des Mais trucs. pas les machines pas à les laver. machines à Les laver. machines à laver, je pense pas. Hein. Ils sont pas terribles, nos articles. Bon, bah écoute, on va... Là, Ceci est si un vous connaissez appel. son contact, je veux bien. Donc l'actu. L'actu, c'est la loi numérique qui est passée à l'Assemblée. Et tu as super suivi ça parce que tu Ouais. es wikipédien et qu'il y a plein de sujets là-dedans qui t'intéressent, Ouais. notamment la liberté de panorama, qui est Ouais. la possibilité de photographier l'espace public, la rue, un paysage, même si dedans il y a un monument protégé par le droit d'auteur du genre les Lumières de la Tour Eiffel. Le domaine commun, ça tu vas nous expliquer ce que c'est. Les publications scientifiques, le droit à Ouais. avoir accès à fouiller un petit peu là-dedans si elles sont... Enfin bref. Même le Vas-y, droit de les lire, en fait, tout bêtement. Parce Le que quoi le droit de les lire, tout bêtement. Le droit de les lire, ouais, Tout déjà. bêtement, parce que actuellement, ce qui se passe, Bon, c'est on va que... commencer par ça. Bon, on commence par ça, parce que c'est Ouais. bien, c'est un sujet qui me branche bien. Alors, c'est pas très connu, mais ce qui se passe actuellement, c'est que l'argent public sert à payer plusieurs fois les publications scientifiques, mais que le public, bah, il peut pas les lire. Les chercheurs eux-mêmes peuvent pas les lire, sauf s'ils s'abonnent, et généralement, ils s'abonnent qu'à une partie des bouquets. Ce qui se passe Et ça coûte concrètement, cher, et ça déjà, coûte les très études cher. Vous allez voir à peu près quel est le système dans lequel on s'est embarqué, c'est assez effrayant. Ce
Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez un petit oligopole de 4 grands éditeurs scientifiques. Donc les principaux, c'est Elsevier, Springer, Wiley, enfin il y en a d'autres comme ça. C'est pas très connu, c'est eux qui contrôlent tout. Il n'y a pas de marché libre, donc c'est eux qui fixent les prix comme ils veulent. Et ils ne dépensent quasiment rien. Pour la bonne raison que tous les articles sont écrits par les chercheurs, qui ne sont pas payés, ils sont payés indirectement par l'État pour les écrire, parce que c'est de la recherche publique. Mais ils ne sont pas payés par les éditeurs. Donc quand vous contribuez à une revue scientifique, vous lui apportez son article et après, vous recevez rien du tout. Des fois, souvent, vous payez pour être publié dans une revue scientifique. Vous payez aussi pour avoir une grande technologie qui s'appelle la photo couleur. Oh. Des fois, c'est 500 € pour avoir le droit de mettre sa photo couleur dans une revue scientifique. Donc bon, il y a plein de techniques comme ça qui existent. Et après, mais il s'abrite derrière le fait qu'il y a des comités de relecture. Alors après, seconde étape, normalement, il y a des comités de relecture, mais à nouveau, c'est bénévole pour la revue, sauf que c'est payé par l'argent public, évidemment, puisque les évaluateurs, c'est des chercheurs financés indirectement par l'argent public, puisque bon, ils sont censés faire ça. Et c'est eux qui vont faire le travail derrière. Et puis enfin, troisièmement, il y a le travail d'éditorialisation. Et là, il y a une étude très bien qui vient de sortir qui montre que c'est encore payé par l'argent public. Souvent, c'est des secrétaires d'université qui font elles-mêmes le travail, souvent pour des revues. Donc à tous les niveaux, quoi qu'on puisse en dire, c'est entièrement financé par l'argent public. Mais après, deuxième temps, on va les acheter, ces revues, et on les achète très cher. Donc, par exemple, Elsevier, Brain Research, 10 000 € par an, un abonnement. Il y a aussi des bouquets d'éditeurs. Et actuellement, l'année dernière, on a signé un contrat avec Elsevier, l'université française, c'est seulement une partie du campus d'Elsevier, 172 millions € sur 5 ans. Donc autant dire que c'est énorme, c'est de l'argent en moins qui ira à la recherche pour des recherches qui ont déjà été financées par argent public. Autant dire que j'étais pas content, résultat, j'ai fait fuiter les accords. Donc là, vous pouvez maintenant les lire sur une 89, tout le monde peut les lire. Je sais pas si Elsevier sont trop ravis, mais bon, c'est fait. Alors il y en avait un autre qui trouvait ça scandaleux, c'était Aaron Swartz, le jeune militant de l'Internet. Open Access Hero, et je vous indique aussi le titre. Hein. Qui, on va passer un petit extrait du documentaire sur lui, dont on avait déjà parlé dans le 56 cas. C'est ça, un documentaire de Brian Knappenberger sur le sujet. These scholarly journals and articles are essentially the entire wealth of human knowledge online, and many have been paid for with taxpayer money or with government grants. But to read them, you often have to pay again, handing over steep fees to publishers like Reed Elsevier. These licensing fees are so substantial that people who are studying in India instead of studying in the United States don't have this kind of access. They're locked out from all of these journals. They're locked out from our entire scientific legacy. I mean, a lot of these journal articles, they go back to the Enlightenment. Every time someone has written down a scientific paper, it's been scanned and digitized and put in these collections. That is a legacy that has been brought to us by the history of people doing interesting work, the history of scientists. It's a legacy that should belong to us as a commons, as a people, but instead it's been locked up and put online by a handful of for-profit corporations who then try and get the maximum profit they can out of it. Et alors la proposition dans la loi numérique, c'était quoi? Alors, ça va quand même changer pas mal de choses. Ce qui se passe concrètement, depuis 2012 en Europe, il y a une recommandation qui est passée pour créer ce qu'on appelle des lois sur le libre accès. Donc on appelle ça open access, c'est le fait de mettre en accès libre en ligne les publications scientifiques en partant de l'idée que puisqu'elles ont déjà été payées par l'argent public, il n'y a rien qui empêche finalement de les mettre à nouveau en ligne. Donc on a créé ce qu'on appelle des archives ouvertes pour les mettre en ligne, et donc tout le monde peut les consulter, y compris les wikipédiens, parce que les sources, c'est des sources extrêmement fiables dont on a besoin pour écrire un article encyclopédique, on a besoin de renvoyer, et les wikipédiens, comme ils ne sont pas tous chercheurs comme moi, ils ont besoin d'avoir accès à ces ressources et ils n'y ont pas accès via leurs universités. Donc c'est absolument considérable. Ce qui se passe, donc, il y a eu des lois qui ont été passées en Allemagne, en Italie et maintenant en France. Le principe, c'est simple, c'est qu'au bout d'un certain temps, le chercheur, quoi qu'il ait signé avec l'éditeur, puisqu'il est forcément incité à abandonner tous ses droits à l'éditeur, parce que les revues sont prestigieuses, qu'il a besoin de ça pour pouvoir avancer sa carrière, quoi qu'il ait signé avec l'éditeur, il peut les remettre en ligne à certaines conditions. Donc là, lui-même, il peut remettre en ligne et l'éditeur ne pourra jamais s'y opposer. Quoi qu'ils disent. Ah, par contre, il y a quand même des conditions qui sont que faut attendre 6 mois en sciences techniques et médicales, faut attendre 12 mois en sciences humaines et sociales parce que c'est l'éditeur sciences humaines et sociales qui râle le plus, et que ce doit être dans une version non commerciale. Donc pas de réutilisation possible à des fins commerciales. Mais bon, grosso modo, ça existe, et de fait, ce qui va... Donc ça, par exemple, l'argument commercial, ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas citer le...
Alors, c'est compliqué parce qu'ils ont mieux précisé que ça. Ces versions, pas d'édition à visée commerciale, en fait, le terme exact dans la loi. Donc, par exemple, bon, alors, typiquement, on pourra pas les mettre sur Wikisource, qui est le grand projet wikipédien pour tout ce qui est texte, parce que c'est Wikisource sur une licence qui permet la réutilisation commerciale. Par contre, on pourra quand même les consulter et les citer sur Wikipédia, et ça, c'est assez énorme. Ce qui se passe actuellement aujourd'hui, c'est que le libre accès, il est essentiellement mis en œuvre par des bibliothèques dites pirates. Donc, essentiellement basées en Russie, au Kazakhstan, etc. Donc, c'est eux qui créent plein de choses, et c'est grâce à ça que moi je peux écrire sur un tas d'articles, parce que j'ai accès. Ils ont quasiment tout, je sais pas comment ils ont fait. Mais, donc, c'est totalement illégal. Ils peuvent être fermés du jour au lendemain. Et de fait, avec cette loi, on va avoir la possibilité que n'importe quel chercheur qui a publié puisse le mettre légalement en ligne sans personne puisse rien y retrouver à redire. Mais est-ce qu'il faut l'acte volontaire du chercheur en question? Est-ce qu'il doit valider quelque chose? Est-ce qu'il doit dire, moi, chercheur, je veux que mon papier soit en ligne? Parce que c'est ça aussi qui c'est va... ça aussi le problème, parce qu'on peut dire, alors effectivement, le chercheur, bon, il a passé du temps pour dire qu'il a un droit à regard dessus, mais le public en tant que tel a aussi un regard dessus, parce que c'est essentiel. On parle que de recherche financée par argent public dans la loi, attention. Et donc, on peut considérer que le public, il a potentiellement un droit à regard dessus, et donc certains aimeraient bien que ce soit dépôt impératif, t'as été financé par l'argent public, ben voilà quoi. Là, actuellement, c'est aux chercheurs de le mettre, mais je pense que la loi permettrait éventuellement de faire ce qu'on appelle des dépôts impératifs organisés par les universités ou d'intégrer le libre accès dans l'évaluation, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, c'est même l'inverse. Donc, mal section universitaire, on considère même qu'une publication en libre accès et pas une publication scientifique, tellement les éditeurs tiennent le haut du pavé là-dessus. Donc, si on intègre ça dedans, bah, ça crée une incitation directe et de fait, ça va aller dans un sens assez positif. Les universités demanderaient la contribution obligatoire à ce genre de dépôt en échange En tout cas, il créera des mécanismes incitatifs du fait que si vous voulez être évalué correctement, faut que vous mettiez ça en ligne, quoi. Faut que tout le monde puisse lire. Parce que c'est pas seulement un enjeu pour n'importe quel public puisse le lire, et c'est aussi des enjeux, c'était très bien expliqué dans le documentaire sur Aaron Swartz, de rééquilibrage nord-sud, puisqu'actuellement, les universités du pays du tiers-monde, elles ne peuvent pas se payer ces revues. Elles ne peuvent pas non plus y contribuer, comme souvent il faut payer pour être édité. Elles sont complètement coupées du circuit de la connaissance scientifique. Et il faut rappeler aussi, pour revenir sur Aaron Swartz, que l'affaire où il a été condamné, où il a été poursuivi, c'est qu'il avait aspiré, dans le cadre de la bibliothèque du MIT, ils avaient aspiré plusieurs millions d'articles scientifiques pour les remettre en open access de manière illégale. Tout à fait. Alors, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, mais c'est pas impossible que les fameuses bibliothèques pirates dont je vous parle, éditées au Kazakhstan, ils aient récupéré en partie le corpus de Swartz. Donc, quelque part, son geste... Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, juste pour contextualiser, aujourd'hui, l'action de Swartz resterait illégale parce qu'il a aspiré des documents sans l'accord des chercheurs qui signaient les choses. De toute façon, c'est sans l'accord des éditeurs, parce que les chercheurs n'ont plus aucun droit actuellement dans le système actuel. Ils signent des contrats dans la loi numérique française, c'est l'accord du chercheur, mais je pense qu'il faut ensuite maintenant passer une seconde phase qui est plus de créer une culture du partage au sein des communautés scientifiques. Et là, c'est un peu ça que j'ai envie de m'employer maintenant. Pour justement pousser un peu les gens, et là je viens de commencer à rédiger un rapport pour le CNRS justement sur mettre en place des nouveaux systèmes d'évaluation qui intègrent justement ce libre accès. Donc on est vraiment un peu en une phase 2. À propos de libre accès, donc dans la loi numérique on parlait aussi de domaine commun. Qu'est-ce que c'est? On en parle plus maintenant. Qu'est-ce que c'est? Alors, domaine commun, l'idée c'était que en fait il y a plein de publications qui ne sont pas régies par le système de la propriété intellectuelle. Donc, notamment, toutes les œuvres qui entrent dans le domaine public. Donc là, par exemple, dernièrement, j'ai coordonné le calendrier du domaine public de savoir commun. Donc, à chaque jour, on mettait une personnalité qui tombait dans le domaine public cette année. Et le problème... Ça tombe pas, ça entre, ça s'élève. Oh merde, voilà. Même moi, je suis gagné. Ah bah non, c'est horrible. Bon, bah voilà. Moi, je suis le langage est fasciste, dit Jérôme Barthes, c'est vrai. Et le problème, c'est que ça demande des vérifications dingues. Et le problème, c'est que même lorsque c'est entré en domaine public, on rien qui empêche des petits malins de revendiquer des droits potentiellement dessus. C'est ce qu'on appelle le copie-fraude. Donc, savez-vous par exemple que le Conseil général de la Dordogne revendique un droit d'auteur sur la grotte de Lascaux? Ils sont morts depuis 17 000 ans. Je pense pas qu'il y ait de... Parce qu'ils ont mis une lumière, qu'ils ont un petit peu travaillé? Je sais même pas ce qu'ils revendiquent exactement, et bon, c'est tellement abracadabrant.
Vous avez plein de musées comme ça, réunion des musées nationaux, vous avez un tableau de Monet, recopyright du photographe qui a pris la photo, alors que c'est une photo qui a strictement aucune originalité. Donc, et le problème, évidemment, c'est quand vous voulez réutiliser ces contenus, par exemple, sans les mettre sur Wikipédia, ben, vous posez des questions. Alors maintenant, les Wikipédia, on est au courant de ce genre de trucs et on s'en fout. On les balance quand même. Mais ça pose des problèmes. Donc là, c'est la première part du domaine commun. Après, il y a ce qu'on appelle le domaine commun informationnel. Et là, c'est autre chose. C'est l'idée que les informations, les idées ne peuvent pas être appropriées par des droits d'auteur, des droits de propriété intellectuelle. Donc c'est une idée qui va de soi que lorsque je consulte un livre, alors je ne peux pas le reproduire in extenso, mais je peux reproduire ces idées, ces informations en le réécrivant. Et ça, c'est pas si évident que ça de nos jours, parce qu'on a ce qu'on appelle le droit. C'est pour protéger du copie fraude. Voilà, le concept les informations, les idées. Le jour où, je sais plus quel opérateur de téléphone avait voulu breveter la couleur magenta. Bah voilà, typiquement, ou Louis Vuitton des fois qui veut breveter des accents. Voilà, exactement, parce que c'est quelque chose qui est employé partout, qui est du domaine de l'information, qui est pas du domaine de ce qu'on appelle l'expression originale. Mais ça, le problème, c'est que c'est pas défini strictement dans le code, et il y a maintenant ce qu'on appelle le droit des bases de données, qui a été inventé il y a 20 ans et qui a pour effet potentiellement d'empêcher la réutilisation d'informations brutes. Donc on parle vraiment de savoir machin est né à machin à tel âge, machin est né à telle année. Si ça avance une base de données, il peut empêcher la réutilisation d'informations substantielles, mais maintenant on voit une application qui est tellement maximaliste que potentiellement les informations sont conservées. Et puis le troisième élément du domaine commun, ben, c'est tous ces communs numériques qui ont émergé il y a environ 10-15 ans, ces communs de la connaissance, il y a Wikipédia dedans, les publications en libre accès sont dedans aussi. C'est un écosystème qui a émergé et qui n'est pas reconnu dans la loi. Donc actuellement on a ces licences Creative Commons qui restent du domaine du contrat. Donc c'est simplement, et actuellement en France, elles n'ont jamais été, il n'y a jamais eu de jugement sur les Creative Commons. On ne sait pas exactement dans quelle mesure ça tiendrait ou pas. On ne sait pas si c'est légal en fait. Alors, il y a des juristes français qui ont bien bossé pour essayer d'adapter ça, mais comme ça n'a jamais été testé officiellement, on n'en sait rien, on n'est pas à l'abri d'un problème de ce type-là. Et c'est là où c'est fondamental que dans la loi, on ait une définition qui dise clairement il existe des communs informationnels. Donc informationnel parce que c'est un peu le degré zéro qui permet d'intégrer l'information, le domaine public des œuvres et ces nouveaux communs numériques volontaires, et qui disent clairement que oui, on peut effectivement verser à ce commun. Donc le problème, c'est que là, ce qu'on crée actuellement, c'est une sorte de contre-droit de la propriété intellectuelle, même si en réalité ça ne change rien à la manière de le faire, ça change les perspectives, et ça, les lobbies des ayants droit, ils sont pas contents. Donc, ils ont été violents. Hein. Ils ont été très violents, hein, et ils ont le ministère de la Culture en la poche, donc évidemment ça bloque quand même pas mal. Ce qui fait que par exemple, Fleur Pellerin a rédigé il y a quelques jours une déclaration contre la reconnaissance du domaine commun informationnel en disant que ça allait être l'apocalypse communiste, en gros à peu près. Alors techniquement ça change rien. Ouais, ça change rien en réalité. Ça paraît naturel le principe de domaine commun. Ça paraît naturel. Et le ministre de la Culture a réussi à faire un discours contre. Elle a réussi à faire un discours contre. Et par contre, ce qui est très bizarre, c'est qu'il y avait une seule mesure qui était vraiment concrète et là elle est passée. Alors que la reconnaissance, qui est justement qu'il puisse y avoir un droit contre le copie-fraude. Alors c'est un peu bizarre parce qu'en même temps on définit pas ce qui est le domaine commun, on définit pas ce qui est le domaine public, mais il y a un amendement qui est passé qui permet à des associations de potentiellement porter plainte contre des musées, contre institutions des abus de droit d'auteur, qui font des abus de droit d'auteur. Donc c'est vraiment le piratage à l'envers, le copie-fraude. C'est je rajoute des droits sur les trucs qui n'ont pas de droit ou qui n'ont pas autant de droits que ça. Et donc ça permet à l'association potentiellement de le faire. Parce qu'actuellement le gros problème, si vous voulez clarifier une situation, comme par exemple le journal d'Anne Frank, où là actuellement il y a plein de problèmes qui se posent pour savoir si c'est en domaine public ou pas, il y a que l'ayant droit qui peut faire un procès actuellement. On peut pas faire un procès pour dire j'aimerais savoir si c'est dans le domaine public ou pas. Et tant qu'ils font pas de procès, c'est dans la zone grise, on peut pas savoir. Donc c'est vraiment une relation qui est totalement inversée. D'accord. Et le dernier truc, le dernier gros morceau de la loi numérique, c'est la liberté de panorama. Alors là, c'est malheureusement, on a fait une cote mal taillée. Nouvelle bof, on va dire nouvelle bof. Alors le problème actuellement, en fait, tu l'as bien dit au début, c'est que actuellement, on ne peut pas légalement en France, l'espace public, il est troué. C'est-à-dire que si vous faites une photo et que vous la publiez sur Internet d'une rue, vous devez normalement vérifier les droits d'auteur de tous les bâtiments qui sont tenus sur la rue, vérifier si l'architecte il est bien mort, assez mort dans le même public. Au contraire, vous devez faire des vérifications de dingue pour poster une seule photo. Ouais. Et actuellement, n'importe où, dans un blog, dans un livre, n'importe où, vous ne pouvez pas le faire. Alors comme c'est quand même un truc de fou, la jurisprudence, elle est quand même assez coulante, elle a reconnu ce qu'on appelle le critère de l'accessoire, qui est que ce soit une photo, normalement, ça se fond
Mais c'est de la jurisprudence, hein, c'est aucunement une garantie que vous êtes dans votre bon droit. Donc actuellement, ça pose plein de problèmes, donc notamment sur Wikipédia, puisque là effectivement, on peut pas légalement mettre de photos. Alors on a généralisé le critère de l'accessoire en disant prenez un angle assez grand, on pourra mettre la photo sur Wikipédia. C'est comme ça que vous pouvez avoir la photo du Louvre avec quand même la pyramide, mais alors c'est vraiment une photo hyper longue. Hein. Faut pas que la pyramide soit trop importante. Mais ça reste de la jurisprudence, il n'y a rien qui empêche d'un seul coup Pei, donc l'architecte de la pyramide, d'aller se réveiller un jour et dire bah tiens, je vais attaquer Wikipédia, il peut le faire et on ne sait absolument pas comment ça finira. Donc l'idée, c'est que on va créer une exception au droit d'auteur, comme l'ont fait plein de pays depuis des années et des années. En Allemagne, c'est depuis 1876 qu'on a cette exception qui simplifie la vie de tout le monde, qui est absolument pas liée au numérique, qui est simplement liée au fait que si on veut publier un bouquin où on fait des photos de rue, ça sera quand même bien, quoi. Ouais, mais c'est l'anarchie, l'Allemagne. Ah bah c'est anarchie, non, c'est des groupes communistes, hein. En fait, c'est la RDA qui a absorbé la réforme, on le sait bien. Donc résultat, et même problème, c'est que les Allemands ils sont pas seuls parce que le Royaume-Uni, qui sont aussi des putains de communistes, ils ont quand même leur fameuse liberté de panorama. Ils l'ont même à l'intérieur des bâtiments publics, les fous. À l'intérieur. À l'intérieur des musées. Vous pouvez photographier ça tant que c'est permanent. Donc c'est vraiment des fous. Ouais. Heureusement, notre pays, bon pays civilisé, ce n'est pas possible. Dernier rempart. Dernier rempart contre le communisme. Les Français, voilà. Les Italiens, les Grecs, c'est les derniers. C'est le village d'Astérix de l'anti-liberté de panorama. Donc ils l'ont pas, mais seulement en Europe, ils ont envie de la faire. Et là, tout le monde a un peu emmerdé. Donc actuellement, ce qu'ils ont réussi à faire passer, La loi, ouais. ils ont fait réutilisation non commerciale uniquement par des particuliers. Donc sur le principe, on pourrait dire bon, bah pourquoi pas, sauf que le problème c'est que la frontière du commercial et du non commercial sur le web, faut la trouver. Faut publier une photo sur Twitter, est-ce que c'est vraiment un acte non commercial? Parce que techniquement, utiliser Twitter, c'est une transaction que vous faites, je te filme mes données perso, en échange j'utilise ton service. La jurisprudence de plus en plus considère que... Tu la postes sur ton blog personnel, s'il y a des pubs qui s'affichent autour... AdWords de Google où tu perçois des clopinettes tous les mois, c'est usage commercial. Wikipédia, licence libre avec CC BY SA, usage commercial. Donc autant dire tu peux la poster nulle part. Enfin, faut chercher quoi. Parce qu'en fait, même dans les deux, qu'est-ce qu'un particulier sur Internet et qu'est-ce qu'un usage commercial? Exactement. Parce que dès que tu es particulier, mais dès que tu utilises une plateforme, oui. Est-ce que ton normalement c'est la licence des œuvres collectives normalement sur Wikipédia comme sur Facebook, ils invoquent ça. Donc ta contribution se fond dans cette œuvre globale qui est Facebook, qui est Wikipédia, qui est tout ça. Oui, parce que quelque part, l'acte d'un Wikipédien, c'est un particulier. Un Wikipédien qui met une photo sur Internet, c'est un particulier, à vocation non commerciale. Donc c'est possible. Sauf que si tu prends l'inverse, c'est sur Wikipédia et Wikipédia a une possible réutilisation commerciale, et ben ça passe pas. Et ce qui est terrible, c'est que donc la personne qui a proposé ça, donc qui était le rapporteur de la commission de avec Belot, il prenait justement les ondes de Twitter en disant ça va le rendre possible. Bah oui, mais sauf que nous. Enfin, donc bon, c'est un peu dommage. Donc en fait, là, la seule réutilisation possible, telle que ça a été voté, c'est j'ai mon propre site sur... J'ai mon propre site et je vends rien dessus. Voilà, c'est camillegivaudan.com. On va dire qu'on est passé quand même à un grade de moins en termes de complexité par rapport à l'époque où quoi qu'il fasse, faut que j'aille contacter tout le monde, mais... Et donc, sachant qu'il y a une loi numérique tous les 12 ans... À peu près. À peu près. Donc on attend 2028 maintenant pour reparler éventuellement. D'accord. Voilà, c'est ça. Mais on peut aussi compter sur. Alors le Sénat normalement ça va encore examiné, donc c'est pour le meilleur ou pour le pire, ça on sait pas encore. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi un joker, c'est l'Europe. Parce qu'actuellement, il y a une réforme du droit d'auteur en Europe qui est mise en place. Sur la liberté de panorama, il y a une majorité de pays actuellement qui ont une liberté de panorama à usage commercial possible. Donc, on ne sait pas comment ça va finir, sachant que maintenant... C'est bien la première fois que l'Europe te filera un coup de main. Hein. Exactement. Donc ça non, sur le numérique, tu as tort. Ouais. Bon, après, il faut quand même qu'ils déguisent bien, parce que c'est une loi sur faciliter le marché officiellement, même s'il passe quand même plein de lois qui facilitent les communs. Mais bon, c'est un peu de la novlangue, c'est comme on va dire, les données, c'est le pétrole du 21e siècle, plein de trucs un peu bizarres et dans le jargon à la Commission européenne. Mais bon, il y a des trucs intéressants qui passent, donc on verra. Ok, et ben 3e épisode à venir. Ouais. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Et c'est le potager du web. Alors. Oh, il est bien. Ouais, c'est trop cool. Il est bien. Non, c'est horrible, c'est horrible. Préparez-vous. Ouais, sur Self. Alors, il y a un film qui est sorti à la fin de l'année. Je sais pas si vous savez lequel. Enfin, il y en a plein. Hein. Mais il y en a un dont les gens ont un peu parlé. Une histoire de sabre laser, je sais pas quoi. Je tiens à préciser immédiatement, je ne l'ai pas vu. Donc... Moi non plus. Toi non plus? Très bien. Genre, non, on est sur une chaîne de geek, tout va bien. Vous ne me dites rien sur les forums, les internets, vous dites rien. Que je me suis déjà fait spoiler un peu, mais bon.
Mais j'ai compris, il faut quand même pas être trop avancé pour voir des photos. Et apparemment, il y a un personnage féminin, une fille, elle a l'air sympa. Elle a l'air importante aussi dans le film, parce qu'elle est sur l'affiche en gros et tout. Donc je crois qu'elle a un rôle majeur. Je l'ai vue avec un sabre laser et une sorte d'habit brun. J'en ai conclu qu'il y a un moment où elle est Jedi, mais il paraît que c'est déjà spoiler de dire ça. Bon, voilà. Cette fille, elle a l'air très importante. Alors pourquoi, quand les enfants ont déballé leurs jouets à Noël, elle n'était pas dans les boîtes? Pourquoi, quand on reçoit un set de figurines Star Wars, il y a des Stormtroopers, je sais pas quoi, Dark Vador qui est mort depuis 13 000 ans, mais il n'y a pas Rey, la nouvelle héroïne Jedi? Pourquoi? Et son successeur aussi, il y a Dark Vador et son successeur. Kylo Ren qui s'appelle, voilà, le nouveau Dark Vador, il est dedans, mais il n'y a jamais Rey qui a l'air d'être un personnage super important. Pourquoi dans le Monopoly, qui ressemble à ça? Now you can travel around the galaxy to buy planets and build bases. Select a token. The game includes 2 bonus characters featured in Star Wars The Force Awakens. Voilà. Elle est où? Pourquoi dans le Millennium Falcon, le vaisseau de Han Solo, qui dans le film est piloté par cette demoiselle, pourquoi? The Star Wars Battle Action Millennium Falcon is for ages 4 and up, and comes with 3 special edition figures. BB-8, Ah oui, il y a Chewbacca, mais il y a pas Rey. C'est elle qui le pilote dans le film. C'est quand même hallucinant. Et donc, depuis Noël, en gros, il y a un hashtag qui a symbolisé la révolte des gens sur Twitter qui disait « Where's Rey ?» Où est Rey? Pourquoi elle est pas là? Pourquoi elle est pas dans les jouets? Alors, c'est pas tous les jouets. Par exemple, Lego, apparemment, ils ont l'air de vraiment bien la mettre dans les boîtes. C'est surtout les jouets Hasbro et quelques autres marques. En tout cas, dans vraiment trop de jouets, il n'y a pas Rey. Alors, Disney a fini par faire un petit communiqué de presse pour expliquer que mais c'était pour pas spoiler l'intrigue parce que sinon vous alliez savoir qu'il y avait un personnage féminin super important. Oui. Tout va bien. Donc personne n'y croyait trop, mais on n'avait rien d'autre à se mettre sous la dent, c'est tout ce qu'ils avaient voulu dire. Sauf que là, petit développement qui s'est passé il y a 3-4 jours, un truc comme ça, il y a un site américain qui s'appelle Sweet Pants and Coffee, qui a l'air d'être un blog, qui a réussi à décrocher un entretien avec une personne qui travaille dans l'industrie du jouet, qui travaille même peut-être chez Hasbro. En tout cas, c'est leur source anonyme qui était aux réunions super secrètes sur le merchandising Star Wars avec la production Lucasfilm et Disney, et qui a dit qu'au début des réunions, qui ont commencé en janvier 2015, ils se disaient bon, bah, ils sont très bien vos boîtes, les figurines de Rey, très mignonnes et tout ça. Au fur et à mesure des discussions, pour les personnages féminins, on n'est pas sûr, on commence à être réticents et tout ça. Et à la fin, comme ils avaient toujours pas compris qu'il fallait enlever Rey de la boîte, leur ont dit clairement, vous me retirez les personnages féminins des boîtes. Ils leur ont demandé expressément, ils leur ont dit, nous n'en voulons pas. Alors, quelle est leur raison? Je cite, on sait ce qui se vend, pas vous, hein, les mecs qui fabriquent des jouets, ils savent pas. Les garçons ne veulent pas de produits avec un personnage féminin. Et ce qui est fou, c'est que rien que dans cette phrase, c'est le double effet. 56 problèmes. Il y a, au moins, il y a 2 problèmes majeurs, quoi. Enfin, c'est complètement dingue. C'est déjà qu'un garçon ne veuille pas jouer avec un personnage féminin, c'est complètement débile. Et surtout, et les filles. Mais oui. Mais donc, il part du principe qu'il y a que les garçons qui veulent jouer avec Star Wars. C'est ça. Mais en fait, tu te dis, c'est con, ou ils font exprès, ou je sais pas, il y a une entourloupe, mais non, c'est vraiment ce qu'ils pensent. Ils ne veulent pas vendre de jouets Star Wars aux filles, parce que les filles, on leur vend déjà la Reine des Neiges et les princesses. Et ils segmentent. Et il y a une autre citation de cette source anonyme qui dit, attends, c'est où? Il faut maintenir, donc d'après Lucasfilm ou Disney, enfin ces gens quoi, il faut maintenir la division nette entre les produits pour filles et les produits pour garçons, marginaliser les produits féminins, les personnages féminins dans les produits qui ne sont pas spécifiquement marketés pour les filles. Donc, et on reconnaît un produit marketé pour les filles parce qu'il est rose. Oui. Voilà. Ou avec des paillettes. La Reine des Neiges, il n'y a pas trop de rose, c'est bleu, mais avec des paillettes. Le sabre laser de Rey, il est de quelle couleur? Bleu. Bah voilà. Bah voilà. Non mais, sérieux aussi. Sérieux. Donc, voilà. Si elle avait eu je suis sûr que si elle avait eu un sabre laser rose, elle aurait été... Non mais c'est là que tu vois quand même que les gens d'Hollywood ont meilleur goût que les fabricants de jouets qui sont les plus rétrogrades du monde. Enfin, c'est quand même hallucinant, quoi. Et à côté, ils sont... c'est pire en pire, parce que catalogue de jeux années 80, t'avais pas autant la division du genre qui était autant affichée, quoi. Et c'est venu vraiment au milieu des années 90. Dans les années 80. 80, à la fin des années 80, je crois, si on regarde.
Peut-être bien. C'est notamment au moment où ça a été genré, au moment où les filles ont arrêté de faire de l'informatique, au moment où et c'est plein de choses qui sont arrivées à ce moment-là et qui ont séparé tout le monde. Et en tout cas, sur le site officiel d'Hasbro, vous verrez, il y a 2 grandes catégories. Dans les menus, il y a jouets pour filles, jouets pour garçons. Donc déjà, quand tu cherches les jouets Star Wars, tu ne sais même pas sur quoi cliquer. Donc j'ai cliqué sur jouets pour garçons. Et je suis arrivée sur la page des jouets Star Wars, et là maintenant ils mettent les figurines Rey, en gros les 2 jouets qu'ils avaient avec Rey dessus, elle est partout en photo sur la page pour bien montrer que non c'est pas vrai, et ils viennent de dévoiler une gamme d'accessoires, c'était il y a 2 jours, là au jour de l'enregistrement, donc on est mi-janvier, le film est sorti en décembre, mais si, regardez, on sort plein de nouvelles boîtes avec Rey dedans, alors ils ont montré des sabres laser, des figurines, des machins, des bidules, voilà. Ah oui, et juste un autre truc aussi, d'après la source là en question, il paraît que Disney avait prévu tout un merchandising autour du personnage de Kylo Ren, donc le nouveau Dark Vader, et je cite, ils ont été surpris que tout le monde s'identifie à Rey plutôt qu'à Kylo Ren. Bah oui. C'est vrai, pourquoi on s'identifierait Les enfants, ils aiment pas les méchants. Non, un méchant avec un masque, c'est vachement mieux qu'une fille, non? C'est sûr. Quand même. Quand t'as un vrai mec, de toute façon. Et résultat, ils ont plein de jouets Kylo Ren sur les bras, alors que tout le monde demande Rey et ils ont rien compris. C'est ça. Voilà, c'est un peu une Le talent. catastrophe. Le talent. Le talent. Le talent. Professionnalisme, monsieur. C'est ça. 2016. Voilà. Bah, les poils. Ah oui. Les poils, c'est parce que 2016, c'est l'année du singe dans le calendrier chinois. Mais comme tous les ans sont l'année du chat sur Internet, quand on fait le calendrier chinois sur Internet, ça devient un chat-singe. Non, mais en plus, quand tu l'as dit, il y avait comme une logique. C'est pas moi qui suis folle des chats ou qui délire sur les animaux, c'est l'Internet. Moi, à côté, je suis rationnelle, moi je trouve ça bizarre. Ah ouais, c'est Moi, je trouve ça bizarre. Mais est-ce que tu penses pas que c'est quelque part toi qui a enclenché un mouvement qui a abouti à ça? Rien du tout. Hein? Je suis innocente. Ouais, je pense que tu as quand même ta part de responsabilité. Hein. Moi, je veux pas dire, Ça mais... a commencé avant moi, les chats. Ouais. Je pense que j'ai été tannée. Oui. Bon, voilà. Bon, bah, sur ce, hein. Salut. Ciao.